Vous pensez que l'actualité ne sert qu'à raconter des faits ? Et si, en réalité, elle n'était là que pour orienter notre regard ? Quand la majorité des médias appartiennent à une poignée de grands groupes industriels, l'information n'est déjà plus totalement neutre. Et quand un nombre très limité d'acteurs décide de ce qui mérite d'être montré, certains sujets saturent l'espace, pendant que d'autres disparaissent. Et peu à peu, sans qu'on s'en rende compte, ça modifie notre manière de comprendre le monde. Parce que nos peurs, nos modèles de réussite, notre idée de la normalité sont en grande partie transmises par les médias. Ça influence ce que nous voyons, ce que nous pensons et ce que nos enfants prennent pour la réalité. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'on apprend encore à analyser l'information ou juste à la consommer ? Aujourd'hui, le paysage médiatique se transforme en plateau de jeux de société industrielle, le Monopolygarque, une édition limitée, d'un point de vue moral, du célèbre Monopoly dans sa version encore plus capitaliste, destinée à une élite toute puissante qui n'est en fait qu'une petite poignée de milliardaires qui se pensent au-dessus de la mêlée. Ces joueurs, on les connaît, ce sont les manias de l'industrie du luxe, de la téléphonie, de l'armement et du BTP. À eux seuls, ils se partagent la quasi-totalité des cases du plateau, autrement dit 90% des titres de presse, des chaînes télé et des ondes radio. Bah après tout, ils en ont les moyens, ils achètent, c'est normal. Eh bien non, principalement parce qu'on ne parle pas d'une marque de chaussures ou d'une autoroute, mais de médias qui le plus souvent se rachètent à perte. Alors la rentabilité n'est pas vraiment une source de motivation. Ce qu'ils achètent en réalité, c'est de l'influence. Et pourquoi est-ce si dangereux ? C'est simple, en possédant tous les moyens de communication de masse, ils barrent la route au seul joueur qui n'appartient pas à la caste, l'indépendance. Ce vilain petit canard qui n'a toujours pas réussi à faire un double pour sortir de prison. Quant à la démocratie, elle reste bloquée à la case départ. C'est l'avantage sans doute lorsqu'on fait partie des plus grosses fortunes du pays, de pouvoir tous payer, même la tête des gens. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein, c'est admis. On n'a pas des idées bien jojo et on n'a pas peur de le dire. On fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie. Donc forcément, on en vient à se demander si la liberté de penser n'est pas le seul luxe que les médias n'ont plus les moyens de s'offrir. Alors, avant de lancer les dés pour commencer la partie, il va falloir s'intéresser à l'historique du jeu. Pour le moment, on va laisser les monopolygarques sur la case départ. On les fera avancer une fois qu'on aura compris comment ils sont arrivés sur le plateau. Au milieu du 19e siècle, la presse sent encore l'encre fraîche et la sueur de l'artisan. On imprime lentement, on écrit beaucoup et on survit surtout par passion. Et puis le lectorat, influencé par de profondes mutations sociales, se met à vouloir comprendre le monde. La croissance économique offre la possibilité de s'instruire, le taux d'alphabétisation augmente et lire devient accessible au plus grand nombre. L'industrialisation suscite une prise de conscience des enjeux sociaux et crée un public curieux, capable et désireux de s'informer. La société s'agite et il faut bien étancher cette soif d'information. Heureusement, les progrès techniques suivent. Imprimerie plus rapide, papier moins cher, tirage massif, c'est le début de la presse industrielle. Mais une industrie ne se nourrit pas que d'idéaux. Il faut du capital, des infrastructures, des réseaux de distribution. La presse devient alors une entreprise économique, puisant sa principale source de financement dans la publicité. Et évidemment, les journaux à grand tirage sont favorisés, alors les titres les plus rentables avalent les plus faibles, comme dans toute chaîne alimentaire bien huilée. Fin des années 50, l'information cesse d'être seulement un droit, elle devient un produit, avec un emballage attractif. Et puis, toc toc toc, voilà que la télévision débarque, rappelant gentiment que l'image parle plus fort que les mots. Les groupes privés s'étendent et les médias s'internationalisent. L'information n'est plus seulement un service public, elle devient désormais un actif stratégique à ranger entre l'usine et le portefeuille d'actions. Là-dessus, les grands groupes industriels et financiers s'invitent officiellement à la table. Dassault, Bouygues, Lagardère, Bolloré, et avec eux s'installe une logique de rentabilité. On met la pression sur les coûts, on réduit les effectifs, on uniformise les contenus et on priorise l'audience et le profit. Le journalisme gagne alors en efficacité ce qu'il perd en diversité. Et là, bim, début du XXIe siècle, Internet achève le travail. La concurrence devient féroce, les ventes de papier chutent, les recettes publicitaires s'effondrent. La presse ne survit plus que grâce à des milliardaires qui rachètent les titres, comme des bons becs à la sortie de l'école. Ces rachats en série signent la fin des derniers titres indépendants, réduisent massivement le pluralisme d'opinion, accentuent une pression économique et politique constante sur les journalistes, et cerise sur le gâteau, brouillent dangereusement la frontière entre information, communication et intérêt privé. Voilà, on y est. De retour sur notre plateau de jeu, avec nos monopolygarques prêts à lancer les dés, les billets plein les poches.
Alors, on fait une partie ? Moi, je suis pas fan des joueurs et je sais que les dés sont pipés, mais bon, ça nous permettra de mieux comprendre les règles du jeu. Alors, puisqu'on ne va pas faire dans la dentelle, je vais pas prendre le dé à coudre. On va plutôt prendre le chapeau, ça leur fera un beau couvre-chef. 4. Case népotisme. Si vous tombez sur l'une des 18 cases népotisme, bingo! Vous pouvez nommer n'importe quel ami partageant vos intérêts à des postes clés. Votre média peut ainsi adopter la même ligne éditoriale que tous les autres titres de votre groupe et participer au hold-up du pluralisme. Oui, ça suppose que les journalistes, qui en grande majorité ont à cœur de bien faire leur travail, sont tout de même soumis à une pression économique de suppression de postes qui les fait se sentir continuellement sur un siège éjectable. Alors face au dilemme « tu suis ou tu te couches », généralement c'est la peur de perdre son job qui remporte la mise. Est-ce qu'on peut leur taper dessus ? Franchement, quel autre choix s'offre à eux ? On pourrait les encourager à se barrer pour la presse indé, mais ne représentant que 5% des médias, ça ferait du monde au portillon. 6. Case rentabilité. Les journalistes présents sur cette case n'ont le droit que de reformuler les dépêches de l'AFP et publier le plus vite possible. Toute investigation approfondie doit être abandonnée au profit du... profit. 1. Case impôt de luxe. Cette case permet de transformer l'impôt en aide publique exceptionnelle. Bah oui, pourquoi soutenir les médias indépendants avec des subventions d'État alors qu'on peut jouer les distributeurs automatiques en renflouant les caisses déjà débordantes des plus influents. Ah, qu'il est bon d'avoir des amis. 3. Case chance. Les monopoligarques présents sur cette case peuvent profiter d'une intervention politique dans le cadre d'affaires commerciales privées. Bouh, c'est pas joli ça les gars. On ne triche pas avec la caste politique. Un exemple ? Bien sûr. En 2019, le groupe LVMH, dirigé par Bernard Arnault, avait conclu un accord pour acquérir le joaillier américain Tiffany & Co. pour environ 16 millions de dollars. Et puis est arrivée la crise sanitaire, et avec elle, le souhait de Monsieur Arnault de vouloir renégocier, voire d'abandonner le contrat. Et la coïncidence, Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères, envoie une lettre adressée au conseil d'administration d'LVMH, leur demandant de différer l'acquisition à 2021, en invoquant le risque de nouvelles taxes sur les produits français. Cette lettre joliment enveloppée d'un beau ruban rouge a servi de motif officiel pour qu'LVMH se retire, annonçant qu'il ne pouvait plus financer l'accord dans les délais prévus, offrant à Monsieur Arnault une porte de sortie juridique bafouant toute frontière d'éthique. Un exemple parmi tant d'autres d'ingérence politique et d'opacité illustrant la proximité entre l'État et l'oligarchie médiatique. 5. Case illusion. Cette case permet de faire croire que les chaînes publiques sont plus indépendantes. Ok, admettons qu'un journaliste en ait marre de bosser sous la pression d'intérêts privés et décide de quitter Europe 1 ou RFM, appartenant au groupe Lagardère, pour rejoindre France 5, appartenant au service public. Il atterrit alors à la rédaction de l'émission de débat C'est dans l'air, génial, sauf que la chaîne délègue sa production de contenu à la société de prod privée Maximal Productions, appartenant au groupe Lagardère. Raté, retour à la case départ. Ah, mais attendez, ça c'était en 2020. Depuis, Lagardère Studio s'est fait racheter. Y a peut-être encore de l'espoir. Ah bah non, encore raté. Ces labels de production sont maintenant détenus par la holding Media One, grand groupe audiovisuel privé, fondé par Xavier Niel entre autres, actionnaire majoritaire du groupe Le Monde et co-investisseur de l'Obs. Oui, je sais, ça fait mal à la tête. Mettez-vous le Doliprane en perf, on relance une dernière fois les dés. 2. Case expert. Cette case vous permet de piocher parmi la dizaine de pions experts du plateau pour donner l'illusion de pimenter les débats. Oui, parce qu'il faut bien le dire, ces spécialistes présentés comme des savants maîtres, qui bronzent à vue d'œil sous les projecteurs en faisant le tour des plateaux télé, ne sont invités que pour imposer une analyse crédibilisée par un statut de pouvoir dominant et incontestable par la majorité. Parce qu'effectivement, si on n'est ni médecin, ni chercheur, ni économiste, ni spécialiste, on va avoir tendance à se fier aux discours et aux usages de langage des aguerris dont c'est le domaine. Le problème, c'est qu'ils sont choisis pour entrer dans un moule coulé par la chaîne, et les chaînes étant toutes détenues par les mêmes patrons, c'est QFD. Du coup, on se retrouve avec une dizaine de clampins qui jouent aux chaises musicales, devenant le théâtre de faux débats orchestrés. Oui, ils osent un peu le ton parfois, quand ils veulent donner l'apparence d'une opposition, mais au fond, ils véhiculent la même idée. Et cette idée se diffuse, rapidement et sournoisement, dans toutes les émissions et dans toutes les têtes, faisant à nouveau des médias les gardiens de l'ordre établi. Allez hop, le débat public recule de 3 cases. Bon, j'en peux plus de jouer là, j'ai la tête qui tourne.
Chaque case est un cercle vicieux, chaque carte une occasion de tricher, les joueurs inventent eux-mêmes leurs règles, la banque ferme les yeux et le plateau tout entier avance dans le sens de la pensée unique. Oh, ça file le vertige. Pourtant il va bien falloir prendre de la hauteur. Fini de jouer, il est temps de regarder les choses dans leur ensemble. Maintenant, la question n'est plus de comprendre comment ils tirent les ficelles, mais pourquoi ils le font. Et la réponse tient en 2 mots, influence et recette publicitaire. Autrement dit, pouvoir et pognon. Oui, on cherche encore le mot information là-dedans, qui est censé être le cœur des médias, mais non, ça c'est une vision journalistique, c'est bon pour les petites mains qui tapotent sur leur clavier. Les monopoligarques, eux, ne partagent pas les mêmes motivations. Ils ne voient en leurs médias qu'un moyen de véhiculer leurs propres opinions pour forger la société à leur image, comme des sculpteurs arpentant un monde en pâte à modeler, armés de leurs marteaux, de leurs burins et de leurs carnets de chèques. Oh bah ils en ont les moyens, puisque non contents de pouvoir faire la pluie et le beau temps avec l'opinion publique, leurs médias leur assurent aussi une source quasi intarissable de profit grâce aux revenus publicitaires. Et plus on regarde leur chaîne, plus ils peuvent faire banquer les annonceurs. C'est là que le problème devient profondément sociétal. Parce qu'en cherchant à tout prix à faire péter l'audimat, les médias ne produisent plus ce qu'ils jugent pertinent, mais ce qu'ils estiment être à même de faire de l'audience. C'est-à-dire ce que les gens ont envie de voir. Et faut bien se l'avouer, dans ce domaine, on n'est pas des champions de toute catégorie. Allez, allons faire un petit détour par notre cerveau pour mieux comprendre notre part de responsabilité. Notre cerveau a une manière bien à lui de traiter l'information, parce qu'en réalité, le cerveau n'est pas un organe de vérité, il marche à l'économie. Il cherche avant tout à dépenser le moins d'énergie possible tout en maintenant une impression de cohérence du monde. Et ça, les médias l'ont parfaitement compris. Alors ils nous servent ce qui est confortable pour nous en exploitant nos biais cognitifs. Ok, si notre cerveau était la cuisine du restaurant de Gusto dans Ratatouille, les biais cognitifs, ça serait Linguini, le commis aux poubelles un peu flemmard. Alors quand arrive l'énorme festin d'informations, complexe et riche en saveurs, Linguini, au palais peu affûté, lève les mains et dit « Stop, c'est trop compliqué, on simplifie la sauce ». Et hop, il écrabouille une tomate, ça fait du ketchup, c'est doux, c'est réconfortant, facile à avaler, mais totalement déconnecté du plat original. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Non ! Non ! Non, c'est épouvantable ! Il est en train de gâcher la soupe ! Et personne ne le voit faire ! C'est ton restaurant, fais quelque chose! Il est en train de gâcher la soupe! Il faut prévenir quelqu'un, sinon... Les biais cognitifs, ce sont donc les raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour traiter rapidement les infos sans trop se fatiguer à réfléchir. Ces déviations de pensée influencent notre façon de percevoir ou d'interpréter et peuvent nous amener à des jugements ou des décisions irrationnelles. Par exemple, le biais de confirmation nous pousse à chercher les infos qui confirment ce que nous croyons déjà pour se rassurer. Les médias utilisent alors des titres orientés qui confortent la vision déjà partagée par le public cible dans le but qu'il reste fidèle aux médias. Le biais de responsabilité, lui, nous pousse à croire que ce qui est le plus visible ou répété est le plus important. Les médias martèlent massivement les mêmes sujets et instaurent des boucles d'infos en continu pour que ces sujets deviennent centraux et éclipsent tous les autres. Le biais de conformité sociale, c'est celui qui alimente notre tendance à adopter l'opinion perçue comme majoritaire. Les plateaux télé invitent alors des experts quasi unanimes pour exposer des points de vue très faiblement divergents, et hop, le courant de pensée unique circule. Le biais émotionnel, c'est ce qui fait qu'une info qui fait appel aux émotions marque plus qu'une info factuelle. Alors les médias jouent sur la peur, l'insécurité ou l'indignation, parce que ces émotions court-circuitent l'analyse critique et favorisent l'adhésion rapide. C'est ce qui appelle un autre biais, celui de la négativité. L'homme étant par nature transgressif, c'est-à-dire attiré par ce qui relève de l'interdit et de l'illicite, les médias ont bien compris qu'en exploitant nos pulsions, ils maximisent le pouvoir de capter l'attention. C'est pourquoi depuis 15 ans, on assiste à un véritable manège de la violence. Pendant que Le Monde, Le Figaro et Libé titrent des faits divers de braquage, de drogue et de voitures incendiées, deux nouveaux programmes de la TNT ont poussé comme des champignons. Stup, bagarre, alcool au volant, les gendarmes du Cap d'Agde en alerte. Cette semaine dans Enquête d'action, Rix, drogue, agression, la police au secours des jeunes mulhousiens, c'est dans Enquête d'action sur W9 et en streaming sur M6+. L'obscur, l'interdit et la transgression stimulent notre curiosité, éveillent nos instincts, offrent un frisson qui nous fait ressentir plus intensément que le positif pur, qui par sécurité engage moins notre esprit et nos émotions. Voilà pourquoi, pendant le Covid, BFM TV affichait toutes les 3 minutes son fichu décompte de décès, au lieu de mettre en avant des actions humaines positives, ce qui aurait sans doute permis de rendre la période un peu moins anxiogène. Mais la faute nous revient, ce n'est pas ce qui captait notre attention.
C'est ce que nous allons explorer dans la deuxième partie de ce podcast, déjà disponible sur la chaîne. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la vidéo qui s'affiche en ce moment sur votre écran. A tout de suite.